Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème ce soir, en deuil de mon bébé, j'ai besoin que mon entourage me parle de lui. Comment faire? Eh bien, je vais commencer par une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, on va éliminer tout de suite la nouvelle. En préambule, eh bien, malheureusement, on ne peut pas changer les autres. Alors je sais bien qu'on est toujours dans cette illusion et que très souvent on s'énerve après les autres, on voudrait qu'ils soient autrement, on voudrait toujours que les gens qui nous entourent, que ce soit les amis, la famille, ben, soient différents de ce qu'ils sont. L'inverse est vrai aussi, eux voudraient qu'on soit différent de ce qu'on est. Donc tout ça c'est bien normal. Notre envie de vouloir changer les autres, elle est normale, simplement elle n'est pas réaliste. Donc on ne peut pas changer les autres, mais la bonne nouvelle, c'est que par contre, quand on apprend à comprendre eh bien, finalement ce qu'ils vivent, comment ils sont, pourquoi, eh bien, il nous reste quand même une partie de pouvoir, si on peut dire, mais en tout cas, on a une zone d'influence et on peut influer sur le cours des choses, même si on ne peut pas changer les autres. Ce qu'on peut changer, c'est aussi notre manière de percevoir pourquoi les autres fonctionnent comme ils fonctionnent, mieux les comprendre. Et en fait, quand on comprend mieux les autres, eh bien, on arrête de faire contre, mais on va apprendre à faire avec. Et c'est ce qui fait la différence. Et donc, le début de mon propos, ça va être de repartir sur pourquoi les autres font ce qu'ils font, en fait. Parce que quelque part, même si pour vous c'est désagréable, la manière dont ils fonctionnent, ils ont une intention positive pour eux. Et c'est cette intention-là qui est importante d'aller regarder. Ils ne font pas les choses contre vous, mais ils font des choses pour eux. Et on fonctionne tous comme ça, et c'est normal. Donc, comment mieux comprendre les autres? Eh bien, qu'est-ce qui leur arrive en fait à votre entourage? Attention, mon propos, il n'est pas de devenir le soutien de vos proches, hein, on ne va pas renverser la vapeur, mais simplement de vous aider à comprendre ce qu'ils vivent, eh bien, pour mieux s'ajuster ensemble. Eh bien, en fait, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils traversent aussi un deuil. Alors, ça dépend de la proximité, hein. Quand c'est un entourage très très proche, eh bien, eux aussi, ils attendaient ce bébé. Ils s'étaient aussi projetés différemment de vous, mais ils attendaient aussi cet enfant et ils sont aussi en deuil. Et ils doivent faire face aussi à leurs propres émotions. Ils ont aussi de la peine et ils n'ont peut-être pas toujours très bien réglé, ils ne sont pas forcément au clair avec ça. Et ce malaise que vous ressentez, eh bien, c'est souvent pas contre vous, mais c'est avec eux-mêmes qu'il y a des malaises. Euh, le fait qu'ils doivent faire face aussi à leurs propres émotions, eh bien, fait qu'ils ont aussi des difficultés à trouver les mots qui puissent vous aider. Euh, pour vous réconforter, eh bien, eux sont pas très bien et donc trouver des mots pour vous, eh bien, parfois c'est un petit peu au-delà de leur force. Une autre axe, on va essayer d'évoquer plusieurs choses qui pourraient faire que le comportement de votre entourage soit un petit peu frileux à parler de votre bébé avec vous. Eh bien, ça, c'est pas un scoop, hein. Le sujet de la mort, c'est un sujet qui fait peur à plein de personnes, en fait, parce que quand on parle du décès de quelqu'un, eh bien, ça nous confronte, nous aussi, à notre propre finitude, à notre propre mort, à ce que ça pourrait envoyer aussi aux autres. Et ça nous fait tellement peur que finalement, on n'en parle pas, on l'enterre, on le met sous le tapis, et puis on fait comme si ça n'existe pas, parce que se confronter à ça, c'est douloureux, c'est bizarre, ça fait peur, etc. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que votre entourage a du mal à parler de votre bébé décédé, parce que eux-mêmes sont en insécurité par rapport au sujet de la mort. Et puis ça peut aussi leur réveiller leurs propres émotions. Ils n'ont pas. Parfois, c'est aussi pour finalement vous épargner. Peut-être ils se disent, si je parle de ça, je risque de pleurer moi aussi.
Et pour certains, ils veulent vous protéger de ces éventuels pleurs qui pourraient leur arriver. Et pour vous protéger de ça, eh bien, ils se coupent de la relation. C'est vrai, c'est contre-productif, mais c'est une stratégie de défense de leur part. Euh, je vais parler là d'une catégorie très particulière qui est les grands-parents. Les grands-parents, eh bien, eux, ils font face à une double peine. C'est que non seulement ils ont perdu leur petit enfant qu'ils attendaient aussi, et ils sont très tristes d'avoir perdu ce bébé qu'ils attendaient. Ça dépend en plus de la place qu'il avait dans la famille, mais quand en plus c'est le premier petit enfant, ça prend des proportions importantes. Eux ont beaucoup de peine et ils ont besoin de gérer ça. Et ils ont une deuxième peine qui est de vous voir dans le chagrin. Et en fait, quand une maman, un papa voit le chagrin de son propre enfant, même s'il a 25, 30, 40 ans, eh bien ça continue d'affecter le parent qu'ils sont. Il est encore touché par la peine de son enfant et du coup c'est 2 fois plus difficile. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien du coup ils ne savent pas quoi dire, encore une fois, sans lien avec leur propre peur, hein, et leur propre malaise. Certains ne vous parlent pas de l'enfant aussi avec une forme de pudeur, en fait, parce que euh, ce qu'ils craignent, c'est que s'ils parlent du bébé, eh bien, ils risquent de réveiller votre peine. Et en fait, s'ils vous voient plutôt bien dans le moment de partage où vous êtes, eh bien, ils se disent, mon Dieu, mais si je mets ce sujet-là sur le tapis, je risque de plomber l'ambiance et je voudrais pas la remettre dans le chagrin alors qu'elle a l'air bien. Et du coup, effectivement, ils ont une intention positive qui est de vous protéger, mais vous, vous l'interprétez d'une autre manière et du coup, y a pas un très bon ajustement dans tout ça. Parfois, bien, si ça fait déjà un petit moment que vous traversez cette situation, il est possible que certains aient été maladroits et que, à l'occasion d'une maladresse, eh bien, peut-être vous les avez un peu remis dans leurs 15 mètres et, face à ces maladresses qu'ils ont constatées chez eux ou à vos réactions parfois, eh bien, ils ont peur de faire une boulette. Donc, comme ils ont peur de faire une boulette, eh bien, ils ne disent plus rien. Contre-productif, encore une fois, mais ils ont une intention positive. Et puis enfin, ce qui se passe aussi, c'est que surtout en fonction du temps de grossesse qu'il y a eu, il y a parfois des grossesses pour vous qui ont été pas très longues, hein, il peut y avoir des interruptions très tôt pendant la grossesse, et de ce fait-là, dans leur imaginaire, parce que eux n'ont pas vécu ça, parce que eux ne connaissent pas ça, ils ont l'impression que c'est pas grand-chose. Et comme ils ont l'impression que c'est pas grand-chose, eh bien presque c'est un non-événement pour eux ou c'est quelque chose qui passe vite, mais c'est par pure méconnaissance, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas contre vous, c'est vraiment parce qu'ils y connaissent rien et que justement c'est peut-être une occasion d'aller les éduquer pour le coup. Pas de les soutenir, mais de les éduquer. Et c'est difficile donc pour eux de réaliser la souffrance que vous vivez et l'intensité de votre souffrance, parce que pour eux, le décès de votre bébé, il est un peu irréel, ils vous ont peut-être même pas connue enceinte. Je vais revenir aussi si l'attitude de votre entourage, et en particulier peut-être de vos parents ou de vos oncles et tantes, vous challenge encore plus. Eh bien, je vais remettre un petit peu de perspective. Et il y a eu une époque où, en fait, le deuil périnatal, alors ça reste tabou, ça va mieux, mais pour autant, il y a quand même, il reste encore des choses des années passées. Et il y a eu une époque où, en fait, quand une femme perdait un bébé, on ne lui montrait pas, on n'en parlait pas, on faisait tout pour qu'elle ne le voie pas. Moi-même, j'ai eu un frère qui est décédé à la naissance. Je suis l'enfant arc-en-ciel de mes parents.
Eh bien, maman a accouché, elle était pas consciente au moment où elle a accouché. Elle n'a jamais vu son bébé, alors elle était à 7 mois et demi, 8 mois. Elle n'a jamais vu son bébé. L'enterrement s'est fait sans elle. Alors on allait au cimetière une fois par an, mais en dehors de ça, on ne parlait pas de cet enfant-là. Moins on en parlait, moins ça faisait mal. C'était ça la croyance de l'époque. Et du coup, peut-être que vous avez une partie de votre entourage qui est encore dans ce mode de pensée-là, de croire que si on n'en parle pas, eh bien, ça fera moins mal. Or, vous le savez, vous en souffrez justement qu'on n'en parle pas. Et puis, qu'il est parfois difficile pour vos proches de savoir avec justesse de quoi vous avez besoin. Parce que chaque deuil est unique, on a tous besoin de choses différentes, nos besoins sont très... Et puis, quand on traverse un deuil, eh bien, nos propres besoins sont aussi très changeants d'un moment à l'autre et au fil du temps. Et que parfois vous auriez besoin qu'on vous en parle, parfois pas. Et puis les choses changent parce que le deuil est un processus qui se fait sur le temps. Et du coup, eh bien vos besoins changent aussi. Et du coup, ils ont parfois un petit peu de mal à s'adapter et à être juste avec ce qui se passe. Tout ça, bon, j'ai beaucoup parlé de l'entourage parce que j'avais vraiment besoin de vous aider à comprendre dans quelle situation ils sont. Et de vous dire que bien ils sont parfois comme paralysés par peur de mal faire ou de faire mal d'ailleurs et du coup par peur eh bien ils ne font rien et par méconnaissance eh bien ils ne savent pas et ça c'est vraiment les deux gros pôles ou pour se protéger eux de leur propre souffrance, c'est vraiment les trois gros pôles qui font que votre entourage vous paraît distant. Or, et ça je comprends bien, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la tête de tous les parents, et de la majorité des parents qui vivent un deuil périnatal, eh bien, il y a tellement peu de souvenirs communs que la grande peur, notre grande peur, c'est vraiment d'oublier ce bébé qui a très peu vécu. Et, et du coup, comme votre grande peur c'est ça, eh bien en fait ça constitue votre filtre d'interprétation parce que vous avez peur de l'oublier. Eh bien il y a de grandes chances pour que vous interprétiez le fait que les autres n'en parlent pas comme de l'oubli. Et en fait je vous invite à réfléchir à ça. Est-ce que ce n'est pas votre peur de l'oubli de ce bébé qui fait que vous interprétez le comportement de votre entourage comme de l'oubli, alors que c'est pas forcément de l'oubli, mais c'est plutôt les différentes options que je vous ai données juste avant. J'en profite pour vous dire que l'oubli d'un bébé, c'est juste pas possible, et même s'il n'a pas vécu longtemps avec vous dans votre ventre, eh bien il sera toujours avec vous. Ce sera la construction d'un autre lien, d'une autre manière, quelque chose de beaucoup plus spirituel, mais en tout cas vous allez pouvoir construire quelque chose et jamais vous l'oublierez. Vous voyez, moi j'ai plus de 50 ans et je parle encore de mon frère décédé que je n'ai pas connu moi. Le premier principe en communication, c'est donc de parler le langage de l'autre et de le comprendre. Là, vous comprenez un petit peu mieux ce qui se passe pour l'autre. Et ce qui est important, puisqu'ils sont maladroits, puisqu'ils ne savent pas, eh bien, c'est peut-être d'aller leur donner un mode d'emploi. Le switch, vraiment, c'est de commencer à reconnaître leur envie de bien faire. Parfois, on est tellement en colère après les autres qui ne font pas ce qu'on voudrait, que parce qu'on est en colère, eh bien, on ne voit pas l'ensemble de ce qui se passe. Et en fait, je peux vous assurer que votre entourage est animé par l'envie de bien faire, même si dans les faits, c'est pas très efficace. Et
quand vous aurez vraiment intégré cette envie de bien faire, et bien de leur dire aussi, puisque vous allez leur demander de faire autrement, et bien la première chose à faire, c'est de leur dire, ben, écoute, je sais que tu as envie de bien faire et j'imagine que tu ne me parles pas de mon bébé parce que tu as peur que je pleure ou tu as peur que ça ravive mes plaies ou voyez partir un petit peu sur ou alors de carrément poser la question, tiens, tu ne me parles jamais de mon bébé, pourquoi? Et vous allez voir que vous risquez d'être surpris par les réponses que vous aurez. C'est d'aller demander tout simplement pourquoi il ne vous en parle pas. Et vous allez avoir déjà quelques indices. Euh, et c'est pas facile de prendre ce temps de comprendre l'autre, mais c'est vraiment le premier temps de la relation. Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne me parles pas de mon bébé? Et ah bon, tu penses que ça risque de me faire mal? Ben écoute, je te rassure, ça ne me fera pas mal. Bien au contraire, j'ai qu'une envie, c'est que les choses, c'est d'en parler parce que ça me fait du bien. Et quand vous allez pouvoir dire ça, les choses vont être un petit peu différentes. Euh, Dites-leur que vous savez qu'ils font de leur mieux et dites-leur que vous aimeriez que ça soit par contre autrement. Alors, ce qui est important et ce qui va tout changer, c'est vraiment de pouvoir changer ce regard sur le comportement de l'autre. Et puis ensuite, dites-leur que bah, finalement pour vous, ça ne sonne pas tout à fait juste et que vous aimeriez que ça se passe autrement. Euh, voilà, je comprends que tu aies peur de me faire mal, mais tu vois, quand tu fais ça, en fait, eh bien, moi, par contre, j'aurais vraiment très besoin d'en parler. Et si tu veux m'aider, est-ce que on pourrait s'ajuster d'une autre manière? Et vous verrez que ça peut être extrêmement efficace. Alors, si vous ne sentez pas de le faire à l'oral, eh bien, je vous conseille de passer par l'écriture ou peut-être justement d'avoir ce temps. D'abord, j'écris pour être plus au clair avec moi-même et après, je pourrais parler d'une manière un petit peu plus spontanée. Ou alors, je fais carrément une lettre. Vous savez, parfois, on fait en fin d'année pour donner des nouvelles à la famille, ces espèces de lettres circulaires qu'on envoie par mail à tout le monde. Comme ça, on dit une bonne fois pour toutes, on donne des nouvelles de tout le monde et puis on envoie la lettre circulaire. Eh bien, pourquoi pas faire une lettre circulaire à dire, ben voilà, ça fait tant de temps que bébé est décédé, voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà ce qui me ferait plaisir, voilà ce que j'aimerais. Je peux vous assurer que personne n'est indifférent à ce qui vous arrive, votre entourage est touché par ce deuil, mais ils ne peuvent pas deviner vos besoins et il va être un moment nécessaire d'apprendre à les communiquer. Et quelque part, c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est que si vous aviez auparavant des difficultés à exprimer vos besoins, eh bien peut-être que justement ce deuil, il vous invite à travailler sur vous pour arriver à mieux vous exprimer quand vous avez besoin de quelque chose. C'est peut-être aussi une nouvelle compétence que vous allez développer à cette occasion-là. Et peut-être tant mieux de dire, ben voilà, ça me dérange, est-ce qu'on pourrait faire autrement? Cet ajustement-là, c'est une vraie compétence. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est à chaque fois que vous ressentez de la douleur face à un comportement de quelqu'un, que vous vous sentez blessé, eh bien de vous dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? De la colère, de la tristesse? Il y a grande chance pour que ce soit un peu dans ces deux registres-là, mais ça peut être aussi autre chose. Mettez-vous avec vous-même et qu'est-ce que je ressens? Et ensuite, et bien du coup, qu'est-ce que ça vient me dire? Ah oui, je ressens de la colère parce qu'on ne parle pas de mon bébé, ou je ressens de la tristesse parce qu'on ne parle pas de mon bébé. De quoi j'aurais besoin? Ah, j'aurais besoin qu'on parle de mon bébé. Eh bien, si j'ai besoin qu'on parle de mon bébé, ben, je vais le demander. C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose, ce protocole-là, il est un peu il est issu de la CNV. Et je vous le redonne là de manière un peu plus claire. En fait, quand vous allez vous sentir pas bien, reconnaître vos émotions, savoir quel besoin n'est pas satisfait et comment est-ce que vous pourriez faire la demande. En fait, l'idée, c'est de pas faire, ce n'est pas de faire un reproche à quelqu'un en dire tu ne fais pas ça, mais plutôt en quatre temps. Bien, tu vois, quand je vois que tu fais ça, ou quand je m'aperçois que tu ne parles pas de mon bébé alors que j'aimerais,
eh bien moi, je ressens de la colère, de la tristesse, autre chose, parce que j'ai besoin de ceci, de cela. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, faire ça? Et vous savez que quand on va demander comme ça, eh bien, on a beaucoup plus de chances, on met beaucoup plus de chances de son côté pour obtenir ce qu'on veut. Alors que quand on fait le reproche, oui, tu fais pas ci, tu fais pas ça, l'autre se sent attaqué dans son ego et il ferme la porte et il ne vous écoute plus. Dans l'autre sens, ça ouvre beaucoup plus la porte. Je vais reprendre du coup l'exemple que m'avait donné Claire. Elle m'avait dit, ben voilà, moi à Noël, j'avais mis une petite boule de Noël avec le nom de mon bébé dans le sapin. Et puis, en fait, personne n'en a fait la remarque, personne n'a rien dit. Je suis persuadée que la majorité des invités l'a vu, mais effectivement, ils étaient tellement désemparés qu'ils n'ont rien dit. Eh bien, Claire, du coup, si vous suivez cette vidéo, eh bien, euh, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment? Quand vous avez accroché cette boule dans le sapin, quelle était votre intention? Peut-être que c'était justement de se dire, bah tiens, il sera présent avec nous, tiens, j'aimerais qu'on en parle à Noël, et puis qu'on ait une petite pensée au moment du dessert, ou au moment où on ouvre les cadeaux, et qu'est-ce que vous vouliez en fait? C'était quoi le symbole qu'il y avait derrière? Et du coup, eh bien, quand vous vous êtes senti tristounette ou en colère parce que personne ne parlait de cette boule de Noël, euh, encore une fois, on n'est pas dans un reproche, hein, on est en train de refaire une histoire. Comment est-ce que ça aurait pu être fait si vous aviez eu les infos? Voilà, donc voilà, on prend ça avec recul, c'est juste une piste, c'est comment est-ce qu'on aurait pu faire? Eh bien, voilà, j'accroche cette boule de Noël parce que j'aimerais qu'on pense à mon bébé à Noël à tel moment. Eh bien, c'est de se dire, eh bien, au moment où j'ai envie qu'on y pense, en ouvrant les cadeaux, eh bien, voilà, je voudrais qu'on ait une petite pensée pour bébé Ange, parce que lui aussi aurait dû ouvrir ses cadeaux, il n'est pas là, mais j'ai juste envie qu'on lui envoie un baiser volant. Vous voyez, quelque chose qui montre à votre entourage que vous n'êtes pas en train d'y penser dans la peine et pour pleurer, mais vous y pensez parce que c'est important pour vous, parce que ça vous donne de l'énergie, parce qu'il est là, il fait partie de la famille, cet enfant, il n'est pas présent physiquement, mais il fait partie de la famille. Euh, et on fait parfois la même chose. Parfois à Noël, ben, s'il y a quelqu'un de décédé dans les mois qui précèdent, eh ben, on va prendre l'apéro et on va trinquer à la santé de la personne décédée. On va pas faire ça peut-être avec un bébé, on va pas trinquer parce que c'est pas très juste, mais on va peut-être dire, ben tiens, bisous volant, ou je ne sais pas, un truc en tout cas qui fait écho pour vous. Et voilà, comme on peut trinquer à la santé de quelqu'un décédé, eh bien, vraiment, sentez-vous libre de dire, ben moi, j'aimerais juste, voilà, qu'on ait une petite pensée et puis qu'on envoie un grand sourire parce qu'il nous voit de là-haut et je suis sûre qu'il est content de nous voir rassemblés et puis qu'on ait une petite pensée qui soit avec nous dans nos pensées aujourd'hui. Et puis après, on passe à autre chose et puis on rit, on s'amuse parce que c'est un moment joyeux et c'est la vie. C'est la vie, et tant mieux. Et puis j'espère qu'il nous voit et qu'il est content de nous si on est joyeux. Voilà le sens de mon propos. J'avais donc, si je me résume, on ne peut pas changer les autres, mais en les comprenant mieux et en comprenant mieux l'intention positive qu'ils ont en faisant ce qu'ils font, même si pour vous c'est pas très agréable, mais il y a une intention positive pour eux qui est de se protéger, qui est de vous protéger, qui est ok, ils ont une intention positive, elle est mal réussie, mais l'intention était bonne à la base. Et bien justement, quand vous voyez ça, votre entourage est prêt à vous soutenir. Alors surtout, sentez-vous libre de donner le mode d'emploi, mais en comprenant qu'ils font de leur mieux. Et je pense que vous serez beaucoup moins dans le reproche. Et le fait d'être moins dans le reproche, de leur dire que vraiment je vois que tu fais de ton mieux. Cela dit, j'aimerais que tu fasses un tout petit peu différemment, ce serait plus juste pour moi. Eh bien, on va beaucoup plus s'entraîner de collaboration, de coopération. Les gens ont envie de vous servir et de vous faire du bien. Tout le monde sait ce que vous traversez. Peut-être pas avec l'autant d'intensité, ils ne mesurent peut-être pas l'intensité, mais ils savent bien que c'est difficile. Et du coup, ils vont avoir envie de contribuer et de faire bien.
Voilà, j'espère que ce live vous aura apporté de la valeur. Je serais vraiment ravie de lire vos commentaires sous la vidéo si vous avez des choses à ajouter. En tout cas, si, comme Justine qui m'a écrit un petit mot là pendant ce live, eh bien, vous êtes en difficulté pour traverser votre deuil, que c'est douloureux pour vous, que vous sentez que vous pataugez, que vous avez du mal à remonter de la pente, eh bien, ce n'est pas une fatalité que d'être dans ces difficultés-là. Il y a des moyens de faire autrement. Et on n'est pas obligé de passer des années à liquider tout ça. Et c'est mon métier que d'accompagner les parents à aller mieux et à faire de cet événement quelque chose, une ressource, une force de vie au-delà de la douleur et du chagrin, mais de les aider à se connecter d'une autre manière à leur bébé qui leur donne de l'énergie et qui leur donne envie de continuer leur vie d'une manière peut-être encore plus intense. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite dans cette traversée de deuil, c'est quand vous aurez remonté la pente, et bien, c'est que justement toutes ces épreuves, vous en fassiez quelque chose. Et si c'est compliqué pour vous, encore une fois, eh bien, je suis à votre écoute et c'est mon métier que de vous accompagner et je serai heureuse de vous aider à gagner du temps sur des processus qui pataugent parfois pour plein de raisons. Hein. C'est ce qu'il y a dans nos têtes qui est parfois difficile à comprendre. Je vous mets un lien tout de suite après cette vidéo pour si vous avez besoin de faire le point sur votre deuil, eh bien je suis à votre écoute. Je vous offre 45 minutes de coaching gratuit, sans engagement. Profitez-en, c'est l'occasion de faire connaissance avec moi et de voir comment je peux vous soutenir dans cette épreuve. Et puis, si vous avez d'autres sujets qui vous préoccupent et sur lesquels vous aimeriez que je vous apporte mon regard de spécialiste de cette question du deuil périnatal, ça sera avec grand, grand plaisir que je répondrai à vos questions, comme je viens de le faire pour la question de Claire. Ce live est terminé, j'espère qu'il vous aura apporté de la valeur. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.